cher frère Charles Kofi Dibi, Monsieur le Président de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires, Mesdames et Messieurs les présidents des conseils économiques et sociaux, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, distingués invités, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, je voudrais, à l'entame de mon propos, souhaiter, au nom de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, M. Amadou Gon Coulibaly, la cordiale bienvenue à tous les présidents des conseils économiques et sociaux et institutions similaires qui nous honorent de leur présence dans notre pays. Akouaba à vous tous, Akouaba également aux délégations des assemblées consultatives, membres de cet important organisme de coopération, et à toutes les structures partenaires de cette association. J'espère que votre séjour en terre ivoirienne se passe bien, qu'il est à la fois utile et agréable, et que vous faites l'heureuse expérience de l'hospitalité ivoirienne qui, vous l'ignorez pas, est l'un des traits caractéristiques de notre pays. Monsieur le Président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire, cher frère Charles Kofi Dibi, permettez-moi en cette occasion de vous exprimer mon admiration. Mon admiration pour ce que vous êtes, ainsi que pour vos actions et vos réalisations à tous les postes que vous avez eu à occuper dans notre pays, ainsi que pour l'excellent travail accompli par l'Assemblée consultative que vous présidez. Ce n'est pas le lieu, sinon j'aurais pris le temps de parler de mon frère. Vous êtes une personnalité très respectée de la vie économique et politique de notre pays, et c'est chaque fois avec honneur et plaisir que nous échangeons avec vous, et c'est toujours avec honneur et plaisir que nous répondons à vos invitations, ce qui explique notre présence ici aujourd'hui. Monsieur le Président Yacob Bachir, permettez-moi, au nom du Premier ministre et en mon nom personnel, de vous adresser les félicitations du gouvernement ivoirien pour votre désignation à la tête de l'AIC6. Ces félicitations s'étendent, bien entendu, aux membres du conseil d'administration de cette frontière mondiale. Je forme le vœu que la présente mandature permette à cette importante organisation et aux États membres de relever les grands défis de notre temps en contribuant à la mise en œuvre dans nos pays de politiques économiques et sociales pertinentes au service de nos pays, mais surtout au service de l'homme. En quelques minutes d'échange, j'ai noté la parfaite connaissance que vous aviez du secteur de l'économie numérique. Vous auriez pu faire à la limite cette conférence à ma place, mais j'apprécie que vous soyez là et vous enrichirez sans doute ce que nous aurons à dire ce matin. Merci encore. Mesdames et Messieurs, l'importance du rôle que jouent les conseils économiques et sociaux dans nos pays ne fait l'ombre d'aucun doute. En effet, nos assemblées consultatives contribuent grandement à une meilleure perception de la vie économique et sociale de nos États. Elles ont l'avantage, de par leur constitution, d'avoir une vue synoptique et une approche transversale sur toutes les préoccupations, celles à la fois de nos États et celles de nos populations. Nous vous félicitons pour le soutien et pour l'accompagnement que vous apportez à nos gouvernements respectifs, et nous avons bien conscience que pour être efficace dans ce rôle, vous avez besoin d'avoir une vue à 360 degrés sur votre environnement, une connaissance la plus fidèle possible de ce que vivent vos concitoyens.
C'est pour cela que nous n'avons pas hésité à répondre positivement à votre invitation à venir ici vous entretenir sur un sujet qui relève de notre compétence ministérielle, mais qui est un sujet d'actualité pour chacun de nos pays et pour chacun de nos concitoyens, chacune de nos concitoyennes. Mesdames, Messieurs, je suis particulièrement honoré de prendre la parole devant vous ce jour et de participer à cet atelier d'échange et d'expérience, de bonnes pratiques sur le thème « L'impact du numérique sur l'avenir de l'humanité ». Je salue le choix de cette thématique, qui est parfaitement d'actualité, qui est au centre de la vie de nos concitoyens, comme je l'indiquais tout à l'heure, mais qui est au centre de la marche de nos États et qui met en rapport l'impact de la révolution numérique et le futur de notre humanité. Par ce thème, vous démontrez que nos assemblées consultatives sont pleinement en phase avec les exigences sociétales de notre temps, qu'elles ont pris toute la mesure des défis et des enjeux qui en découlent, et que dans le même temps, elles se soucient, c'est important de le dire, des futures générations, et qu'elles se soucient du monde de demain. Les différents axes autour desquels s'articuleront vos réflexions au cours des prochaines sessions montrent bien l'étendue et la variété des aspects impactés par la révolution numérique en cours. Notre présent est déjà fortement marqué par le numérique, qui se retrouve à toutes les étapes de notre vie, dans la production, dans le divertissement, dans les relations personnelles, dans la gouvernance de nos États, etc. Mais le futur de nos nations et nos existences individuelles sont, de ce fait, tributaires du rôle que nos gouvernements et gouvernants seront en mesure de faire jouer aux technologies de l'information et de la communication. Si nous ratons ce tournant, évidemment, nous ferons du mal à nos États, mais dans le même temps, nous ferons du mal à nos populations. Donc il est important que nos gouvernements soyons conscients de cette importance-là dès à présent et que vous, Assemblée consultative, vous accompagniez cette volonté-là. Le numérique a la particularité d'accélérer la marche de nos pays, d'intensifier la production de biens, de faciliter le stockage, le tri et le traitement de données, de fiabiliser le processus. Il supprime les distances et il ouvre nos marchés à l'international. Il permet de réduire la corruption. C'est important parce qu'il limite l'intervention humaine dans les processus. Et il permet aussi de réduire les coûts. C'est important pour nos États. Il permet de modifier notre façon de travailler, de plus en plus basée sur le partage et sur la collaboration. Il permet de faciliter le traitement et la circulation de l'information. Et je peux continuer dans la liste de ce que ces technologies permettent de faire. L'instantanéité, la vitesse, la viralité de la circulation de l'information a transformé notre planète en un village, ce qui présente des avantages incontestables, mais également présente des difficultés et des défis que nous avons à affronter et sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. De fait, cette révolution a une influence considérable puisqu'elle agit sur les processus de production, de conception, de commercialisation, de communication, de transmission du savoir, de socialisation, sur le processus de production de la richesse et de la croissance. Donc, ils agissent sur les processus qui conduisent à l'amélioration des conditions de vie de nos populations et sur ceux qui mesurent ou qui permettent de mesurer l'action de nos gouvernements. Tout à l'heure également, j'y reviendrai. Dans le passé, deux inventions ont profondément modifié la culture et la transmission du savoir. Il s'agit de l'écriture et de l'imprimerie. Mais aujourd'hui, une invention révolutionne le savoir et les liens sociaux. Vous l'avez compris, c'est le numérique. Mesdames et messieurs, la marche et la dynamique dans laquelle le numérique et les TIC s'inscrivent est irréversible. C'est donc à nous de créer les conditions de notre adaptation à leur présence.
c'est à nous de nous les approprier pour en tirer le meilleur bénéfice ou, le cas échéant, pour en réduire l'impact négatif. Pour les États africains en particulier, je dirais sans embâche que la révolution numérique est une aubaine, une source de transformation quantitative et qualitative, une opportunité réelle pour rattraper une partie du retard accusé par rapport aux autres continents, par rapport aux pays développés. En réalité, ce que je dis ici concerne certes les pays africains, mais concerne également tous les pays en voie de développement, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans le monde. Le numérique est une chance pour rattraper une partie du retard que nous avons sur les pays développés. Mais si nos pays, à certains égards, semblent accuser un retard par rapport au reste du monde, nous notons avec une certaine satisfaction que ces pays ne sont pas complètement en marge de la mouvance mondiale en cours. Parce que l'Afrique participe à sa façon à la révolution numérique en cours. Et nos pays en voie de développement, eux aussi, participent à leur façon à cette révolution. En ce qui concerne l'Afrique, d'abord, on peut dire que l'Afrique a bouleversé, mais je pense que la même chose s'est passée dans beaucoup de pays en voie de développement. L'Afrique a bouleversé les codes en ce qui concerne les étapes de maturité d'un marché des télécommunications. Habituellement, et c'est ce qui s'est passé par exemple dans les pays européens, les marchés ont tous commencé par le téléphone fixe. Le téléphone fixe qui s'est répandu à un certain niveau, et après on est passé à des étapes plus haut, notamment avec le téléphone mobile, qui au début a conservé seulement une niche, après on est passé à l'Internet. Mais l'Afrique est passée pratiquement de 1% de taux de pénétration des téléphones fixes à aujourd'hui 70% en moyenne. En Côte d'Ivoire, nous sommes à 120%. Beaucoup de pays africains sont à 100% de taux de pénétration de la téléphonie. Donc c'est une vraie révolution. Nous avons fait ce saut qui permet aujourd'hui d'être pleinement dans l'économie numérique. Nous ne sommes plus dans un processus coup après coup, mais nous sommes dans un processus où nous avons rattrapé, en réalité, les autres. L'Afrique a démocratisé le téléphone mobile. Parce qu'il faut savoir que le téléphone mobile, au départ, était prévu pour une niche de clients aisés. Et même en Côte d'Ivoire, les premières études qui sont encore disponibles, il y a 20 ans, indiquaient qu'à terme, il y aurait 200 000, 300 000 abonnés après 5 ans. 200, 300 000 abonnés, c'est ce qui a été fait les 3 premiers jours. Ça a été fait les 3 premiers jours. Bon, et aujourd'hui, nous sommes à 30 millions d'abonnés en Côte d'Ivoire. À 30 millions d'abonnés. Donc, ça veut dire que l'Afrique a démocratisé cet outil qui était prévu pour les Parce que l'Afrique a tout de suite vu le besoin et l'intérêt, l'utilité qu'il y avait à utiliser cet équipement pour communiquer, pour faire des transactions commerciales, etc., etc. Et il faut savoir aussi qu'il y a des applications qui viennent d'Afrique ou qui ont été conçues pratiquement par rapport aux besoins de nos pays, dans l'enseignement, dans la santé, dans le paiement mobile. Il faut savoir que le paiement mobile est parti d'Afrique, a été créé au Kenya, avec M-Pesa. Et il a été créé tout simplement pourquoi? Pour des raisons de sécurité. Parce que les bouviers venaient vendre leur bœuf en ville, leur cheptel en ville, et puis quand ils retournaient, souvent ils étaient attaqués. Et ils ont dit, il nous faut trouver une solution. Et puis voilà comment les opérateurs de téléphonie se sont mis dans la danse. Ils ont dit, bon d'accord, désormais quand vous vendez, vous nous donnez l'argent. Et nous vous le remettrons quand vous serez chez vous. Et voilà comment M-Pesa a commencé pour aujourd'hui prendre tout le Kenya. Et aujourd'hui, cette technologie, au début on a dit le monde n'en a pas besoin, il n'y a que l'Afrique qui en aurait besoin. Mais on voit que même les pays développés aujourd'hui commencent à faire du paiement à partir du téléphone mobile. Tout simplement parce que le téléphone mobile devient un prolongement de l'homme. Le téléphone mobile, ça va devenir notre troisième bras. Nous ferons tout avec. Aujourd'hui, nous faisons déjà beaucoup avec le
Le téléphone, ou téléphoner à quelqu'un, représente à peine 20 ou 25% des usages que nous en faisons aujourd'hui. Mais cela va se développer. Parce que nous allons nous connecter pour lire nos messages, pour lire des journaux, demain pour lire des livres. Aujourd'hui, ça se fait avec des liseuses, mais demain, ça se fera avec votre téléphone. Ce sera votre carte d'identité. Tous vos documents biométriques seront là-dessus. Vous paierez avec, etc., etc. Donc, aujourd'hui, tout le monde se dit, mais dans ces conditions, faisons ça, faisons de ça un outil universel sur lequel nous mettons tout et avec lequel, par exemple, nous pouvons dépenser. Et sur les pays en voie de développement, je termine sur une phrase qui me paraît importante pour nous. C'est une phrase qui dit que quand on n'a pas les moyens pour construire des routes, c'est le bon moment pour construire des autoroutes de l'information et de la communication. C'est ce qui s'est passé en Afrique. Quand on n'a pas de route pour se déplacer, ben, on prend son téléphone et puis on appelle l'autre. C'est plus facile. Quand on n'a pas suffisamment d'argent pour construire des amphithéâtres, pour recruter des enseignants, etc., mais qu'est-ce qu'on fait? On a recours au téléenseignement, où un enseignant qui est filmé par une caméra dans une salle peut s'adresser à des milliers d'étudiants en même temps. Quand on n'a pas d'argent pour avoir des spécialistes dans la santé, dans tous nos hôpitaux, ben, on maintient les spécialistes dans les hôpitaux principaux. Et puis, ils aident des médecins, des infirmiers même, à distance, à diagnostiquer des maladies, à faire des recommandations de soins, etc. Et on peut continuer dans tout ce que ces outils-là permettent aujourd'hui à un pays qui n'a pas beaucoup de moyens de faire. Nous compensons en réalité notre manque d'infrastructure par la présence de ces instruments importants. Donc nous prenons notre part dans la révolution en cours. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a décidé de faire de l'économie numérique une priorité dans la marche de notre pays vers l'émergence en 2020. Dans son adresse à l'ouverture de la 5e édition du Forum des marchés émergents, qui s'est tenue à Abidjan en 2017, le président de la République disait, et je cite, « Dans 40 ans, la révolution des sciences et de la technologie transformeront profondément nos modes de vie et nos économies. Pourtant, c'est ce futur qu'il nous faut imaginer et anticiper dès aujourd'hui afin de nous y préparer. Pour ce faire, nous devons accroître les efforts déjà entrepris par nos économies dans de nombreux domaines, avec un accent tout particulier sur la préparation de nos jeunes générations grâce à un système éducatif adapté à ces nouveaux enjeux. » Félicitations. Plus récemment, à l'occasion de son message à la nation du Nouvel An 2018, le président de la République ajoutait ceci. « J'ai demandé au gouvernement d'accorder une attention toute particulière à l'économie numérique en raison de son poids économique, mais surtout pour sa capacité à accélérer notre développement, à améliorer les conditions de vie de nos populations et à créer des opportunités d'emploi pour notre jeunesse. J'invite notre jeunesse à s'intéresser à ces technologies qui offrent des moyens de se former, de se prendre en charge et de compétir à armes égales avec les autres jeunes du monde sur un marché numérique qui se globalise de plus en plus. » Fin de citation là aussi. Ces deux déclarations du président Alassane Ouattara résument bien la vision qui conduit l'action que nous menons en Côte d'Ivoire dans le cadre du développement du numérique. Les nombreux défis actuels et futurs auxquels notre continent fait face, dont le réchauffement climatique, la rareté de l'énergie électrique, les problèmes de santé, la faiblesse de l'industrialisation, la faiblesse et l'inadaptation de la formation, le manque d'emploi pour les jeunes, etc., ne pourront pas trouver une solution efficace sans un apport significatif des TIC, sans un apport significatif du numérique. En Côte d'Ivoire, cette vision s'est traduite par la mise en œuvre depuis 2011 d'une stratégie relativement cohérente, bâtie autour des grands axes suivants. Le premier, c'est la mise en place d'un environnement réglementaire propice, sécurisant pour les investisseurs, mais rassurant également pour les utilisateurs. Nous avons mis en place un certain nombre de lois, une loi cadre sur le secteur, une loi sur les transactions économiques, une loi sur la protection des données à caractère personnel,
une loi sur la société d'information, une loi sur la cybercriminalité, etc., etc. Et nous avons pris, la dernière loi que nous avons prise, c'est la loi sur la société d'orientation. Pardon, c'est la loi d'orientation sur la société d'information. La loi d'orientation sur la société d'information. Et dans cette loi, nous avons dit que l'accès à l'Internet est désormais érigé en besoin fondamental pour les citoyens ivoiriens. Et il appartient, bien entendu, à l'État de veiller au respect de ces dispositions. Donc ça, c'est nouveau. Ça impose à l'État des obligations vis-à-vis des populations. De la même façon que nous amenons l'eau, que nous garantissons l'électricité, nous nous engageons désormais à assurer l'accès au numérique. L'accès notamment à l'Internet. Deuxièmement, nous avons beaucoup travaillé au développement de la connectivité. La 3G en 2013, la 4G en 2016. Nous maillons actuellement le territoire national en fibre optique. L'objectif, c'est 7000 km qui sont en construction. Nous avons étendu nos capacités à l'international avec des câbles sous-marins supplémentaires. En 2019, en tout point de notre pays, nos populations pourront avoir accès à un Internet haut débit. Ce qui, pour un pays africain, est relativement ambitieux. Et je dis bien 2019, je ne dis pas 2030. Donc de 2019. Troisièmement, nous avons travaillé à la facilitation de l'accès. La facilitation de l'accès, notamment à travers les mesures de digitalisation qui ont été prises. Et nous avons vu l'impact de ces mesures qui ont permis de faire un bond de pratiquement plus de 60% dans l'équipement des populations entre 2016 et 2017. En 2016, la loi où le décret a été pris, et 2017. Plus de 60%.